J'ai le plaisir de présenter Adrien de Liège, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, parce qu'il est déjà intervenu la fois dernière et souvent il participe aux discussions. Alors, Adrien est chercheur postdoctoral à l'Université de Liège dans le cadre du projet de recherche dont je suis responsable, qui est financé par la FNRS et a pour titre Vers une généalogie de formes visuelles, sémiotiques et approches computationnelles de large collection d'images. Ces recherches au sein de ces projets portent sur l'analyse des poses des personnages représentés en peinture depuis la Renaissance, leurs évolutions au cours du temps, jusqu'à la photographie des modes contemporaines. On vient d'obtenir un autre projet de recherche et donc on continuera de travailler ensemble à partir de janvier 2025 sur les stéréotypes culturels et stylistiques. C'est un projet de recherche que nous avons obtenu avec le professeur Marc van Broggenbroek de l'Université de Liège, informaticien. Et ce projet de recherche s'intitule Déceler les stéréotypes. Oh, mais tout le monde, ils font la fête. Déceler les stéréotypes dans les intelligences artificielles génératives, traduction automatique mots-images et leurs effets sur les pratiques artistiques et les études visuelles. Ce projet a comme objectif d'étudier la manière dont les associations mots-images qui sont en jeu dans les modèles génératifs de traduction texte-image reflètent des idéologies et des idéologies culturelles. Notamment, on va s'occuper d'analyser les idéologies concernant l'âge et les professions et les stéréotypes stylistiques des formes artistiques. Alors, en revenant à Adrien, il a obtenu un master et un doctorat en mathématiques. Il s'est spécialisé dans l'intelligence artificielle à Liège. En particulier, il s'est spécialisé en deep learning pour la vision par ordinateur durant son postdoctorat sur le projet Deep Sport, financé par la région Wallonne. Dans ce cadre, Adrien a travaillé sur l'automatisation de l'analyse des vidéos de football. Il a en outre remporté plusieurs concours de Best Paper Awards lors de ses participations à des congrès tels que la CGPR, Computer Vision and Pattern Recognition Conference. Nous avons travaillé ces derniers temps sur l'effet de dynamisme dans plusieurs mouvements artistiques tels que le tourisme italien et aujourd'hui, il va continuer ce travail en cours, non pas tant sur l'analyse des peintures, mais sur la génération d'images produisant des effets de mouvement chez les spectateurs. À toi, Adrien. Merci, Maria-Julia, pour l'invitation et merci à tout le monde ici d'être présent. Donc aujourd'hui, comme Maria-Julia vient de le dire, parler du dynamisme dans l'image fixe selon les IA génératives. Alors, en partie, c'est-à-dire que la première partie, il faut parler de dynamisme à travers une notion particulière, qui est la distribution des traits principaux dans les images. Et là, c'est la présentation d'un article que Maria-Julia, moi-même et avec Enzo, nous avons réalisé récemment et publié dans le Journal of Imaging. La référence se trouve là-bas. Et puis la deuxième partie de l'exposé va plutôt alors parler de dynamisme plus général dans l'IA générative. Alors, on va commencer avec cette première partie où on va un peu expliquer la motivation à étudier ce qu'on entend par le dynamisme dans l'image fixe. On va se concentrer aussi donc, sur une technique particulière et je vais montrer alors quelques résultats qu'on a. Tout d'abord, les slides sont en anglais pour cette première partie, mais je vais parler en français. La motivation, on peut déjà regarder quelques peintures qui se trouvent ici et se dire, tiens, comment peut-on visualiser, quantifier le dynamisme qu'il y a dans ces peintures? Nous, on sent, hein, en tant qu'humain, on sent qu'il y a une sorte de dynamisme dans ces peintures. La première, c'est une œuvre de Jackson Pollock où on sent que la création elle-même a induit du dynamisme dans la peinture. On sent qu'il y a une espèce de mouvement dans la seconde. Les deux suivantes sont un peu plus statiques. Puis alors la dernière de Kandinsky, dynamique d'un certain chromatique. Il y a aussi quelques diagonales donc, dans la peinture. Donc on sent, mais on ne sait pas forcément quantifier en tant qu'humain qu'il y a parfois de la staticité ou du dynamisme
dans l'image fixe. Alors, d'un point de vue sémiotique et histoire de l'art, c'est un sujet qui a souvent été négligé, et dans le sens où la peinture, la sculpture ont souvent été associées à l'espace, simplement et seulement l'espace. L'espace, la juxtaposition de parties dans l'espace, et la syntaxe spatiale dans l'espace. Et il y a une séparation avec deux autres types d'art, comme la poésie et la musique, qui, eux, sont considérés comme des arts du temps, organisation d'événements successifs, et qui ont une syntaxe temporelle rythmée par des intervalles de temps. Je vous réfère à l'œuvre de Maria Giulia, Bridge of Images, et The Image Narration. Et donc, il y a peu de théories sémiotiques qui considèrent les peintures, les images fixes, comme des instruments pour stimuler la temporalité et le mouvement. Alors, pour plus d'informations, vous pourrez consulter le travail de Maria Giulia, ainsi que le travail de Jean Petitto et du groupe MU, donc le Poinsett Method of Composition in Renaissance Paintings, et le groupe MU, l'effet de temporalité dans les images fixes. Alors, on va creuser un petit peu quand même ce qui s'est dit. Donc, le groupe MU, à la fin des années 90, s'est posé la question comment peut-on comprendre et expliquer l'effet de mouvement dans les images fixes? Comment une œuvre iconique, qui est en principe statique, peut véhiculer un sens de durée? Et alors, l'idée a été de théoriser que les objets et les figures qui sont présents sont liés par des processus dynamiques. Par exemple, une balle va avoir une action de rouler, c'est un mouvement. Un couteau va servir à couper, couper, c'est également un mouvement. Et également, et de manière très importante aussi, certaines caractéristiques résultent du processus dynamique durant le processus de création. Par exemple, une cathédrale qui va être un peu floue, forcément, elle ne bouge pas elle-même, c'est plutôt l'observateur ou qui était en mouvement au moment où la cathédrale a été regardée. Donc, les images peuvent comprendre des aspects spatio-temporels. C'est le message important qui en ressort. Alors, dans cet ouvrage, Language of Images, et suivant Semiotic Approaches to Graphic Portraiture and the Phase Between Background Initiative Temporality and Status, Maria Giulia, elle, a contrasté les chercheurs qui étaient contre l'idée que l'image fixe peut construire un effet de mouvement et ceux qui supportent cette hypothèse. Et alors, on pose la question, elle se pose la question, comment peut-on prendre en compte le fait que dans un support fixé bidimensionnel, on peut construire des effets temporels comme intersection de plusieurs processus, ainsi que des effets de succession. Comment est-ce qu'on peut aller au-delà de la matérialité du substrat statique d'une image pour capturer la signification de la dynamique plastique de chaque travail, même quand les peintures en question sont des portraits qui semblent très statiques. Donc, aussi toute une série d'exemples dans ces travaux. Notamment, elle a utilisé comme corpus, comme d'images pour tester l'effet de mouvement, non pas des images qui montrent des actions, mais des images considérées comme très statiques, des portraits. Et elle montre que même des portraits génèrent des tensions entre la figure, le background, derrière, des tensions qui peuvent être conflictuelles ou pacifiques et donc générer une certaine notion. Et enfin, on peut aussi citer Greimas, donc dans Sémiotique figurative et Sémiotique plastique, aux pages 18 et 20 notamment, qui a déjà donné des germes de l'étude du dynamisme dans l'image fixe figurative et abstraite. Il dit notamment des marques d'orientation peuvent être reconnues dans différentes figures plastiques tout en restant des éléments inhérents à leur organisation. Ceci est valable tout autant pour les figures eidétiques, la catégorie pointure arrondie peut orienter la lecture, que pour les figures chromatiques, la catégorie non saturée, graduée, comportant une intensité orientée. Alors, ça, c'est la motivation d'un point de vue sémiotique, histoire de l'art. Les artistes eux-mêmes ont aussi essayé de générer une certaine notion de dynamisme dans leurs propres œuvres. Par exemple, Sassetta a présenté là sur la gauche l'évolution temporelle de plusieurs événements de la vie de Saint-Anthony. Dans la chronophotographie, Étienne Marais a utilisé un processus pour capturer
Par exemple, ici, un perchiste qui effectue un saut. Giacomo Balla, tourisme italien, représente ici le mouvement du chien par différents traits et le mouvement de la laisse aussi par plusieurs représentations de la laisse sur une même image. Kandinsky a un certain dynamisme chromatique avec une alternance de couleurs vives et généralement des traits diagonaux qui donnent une impression de mouvement ascendant ou descendant. Paul Klee, Jackson Pollock, dont on a déjà parlé. Alors, je vais rentrer un peu plus maintenant dans le vif du sujet. Dans ce travail, on s'est principalement penché sur l'hypothèse que le dynamisme peut être représenté dans beaucoup d'œuvres, mais pas seulement, par des traits diagonaux. En général, car historiquement, ça a été souvent effectué, ça a été souvent fait. Des traits diagonaux, donc comme sur l'image qui est à droite, vont plutôt avoir tendance à générer une certaine notion de dynamisme, alors que des traits horizontaux et verticaux, comme sur l'image de gauche, vont plutôt donner une impression de staticité. C'est une hypothèse qui est discutable, mais en tout cas, c'est une façon de donner du dynamisme. Donc, est-ce qu'on peut visualiser, quantifier cette observation qu'on perçoit, nous, en tant qu'humains? Ce qui motive ce travail. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais l'idée est la suivante. Une image, lorsqu'elle est digitalisée, c'est un ensemble de pixels, et en chaque pixel, on peut faire une analyse de ce qui se passe sur le pixel qu'on regarde et ce qu'il y a autour. Et on peut se demander, tiens, le pixel qui m'intéresse, est-ce qu'il y a un bord qui passe par là? Un bord vertical, horizontal, diagonal, quoi. Et en faisant cette analyse pour chaque pixel et en quantifiant l'intensité du bord qu'il y a dans ce pixel et sa direction, on peut arriver à dire, ah, dans certains endroits, il y a de la verticalité, dans certains endroits, il y a de l'horizontalité, de la diagonalité, et ainsi de suite. Et ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. Quand on va avoir des bords verticaux, on va tracer les traits verticaux dans notre cas en vert. Lorsqu'ils sont bien saillants, c'est un vert bien vif. Et lorsqu'ils sont un peu moins saillants, ce sera un vert un peu plus sombre. On va faire pareil pour les autres directions. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir les diagonales ascendantes en rouge, les diagonales descendantes en bleu et les horizontales. Donc ça, c'est le code couleur. Évidemment, cette couleur devient plus foncée si jamais on a des bords qui sont un petit peu plus. Alors, pour l'image que je vous donne ici, voici l'image qu'on a, donc les bords qui sont représentés. Alors, c'est relativement sombre, et donc, malheureusement, le fait d'assombrir les images en fonction de la valeur, de l'intensité des bords, c'est pas spécialement bon pour la visualisation. Donc, une technique qu'on a utilisée pour mieux visualiser les bords saillants, c'est de se dire, je vais prendre uniquement les bords les plus prédominants et les éclairer complètement. Et les bords qui sont un petit peu moins forts, on va les éclairer, on va pas les éclairer du tout, on va les laisser. Ça, c'est une technique de visualisation, ça n'apporte qu'à plus à l'analyse, mais c'est pour mieux visualiser les bords dominants et mieux se rendre compte qu'effectivement, dans ce type d'image, il y a beaucoup de traits verts et donc beaucoup de verticalité. Et dans le bas, beaucoup d'horizontalité également. Donc, ceci, ça reprend ce que je viens de dire, je ne vais pas passer dessus. Il y a beaucoup plus de détails dans les slides. Si jamais ça vous intéresse, vous les avez. Je ne vais pas passer dessus. Et on peut essayer, on peut choisir la quantité de bords qu'on veut garder en quelque sorte. Évidemment, si on en garde trop, ça ne sert pas à grand-chose, on ne voit plus rien. Si on en garde trop peu, on ne voit rien non plus, tout est noir. Là, c'est vraiment voilà, de la visualisation pure et simple. Ce ne sont pas des analyses quantitatives, mais c'est pour illustrer ce qu'il y a moyen de faire avec ce genre d'outils. Alors, évidemment, tout l'intérêt maintenant est de pouvoir agréger ensemble tous les bords verticaux, tous les bords horizontaux, tous les bords diagonaux, en fait, tous les bords qui ont une certaine direction donnée. Et là, on va parcourir toutes les directions de moins 90 degrés à plus 90 degrés par pas de 5 degrés, et on va additionner toutes les intensités de bords dans chaque direction, 5 degrés par 5 degrés, pour obtenir le type d'histogramme circulaire qui se trouve là-bas. Et cet histogramme circulaire, alors vous allez encore en voir quelques-uns dans la présentation, ça représente le dynamisme global de l'image, dynamisme entendu au sens des bords qu'il y a dans l'image. C'est une façon de faire du dynamisme. Donc lorsqu'on a cette vision diagrammatique, histogrammatique, on constate effectivement que dans notre image, on a beaucoup de verticalité. Mais cette fois-ci, c'est quantifié. Notamment, il y a quasiment 50% des bords dominants ici qui sont verticaux. On peut calculer aussi, on
va appeler l'amplitude moyenne par pixel des bords. Donc, s'il y a beaucoup de bords dans l'image, on va avoir une grande amplitude moyenne. On peut calculer aussi ce qu'on appelle le rayon de cet histogramme. Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'on a une direction prédominante ou est-ce qu'on va avoir quelque chose de relativement uniforme? Ce sont des choses qui vont arriver dans la suite de l'exposé. Alors, ça correspond quand même bien à notre intuition parce qu'ici, clairement, il y a des traits diagonaux ascendants un peu partout dans l'image et c'est ce qui est clairement montré aussi dans l'histogramme circulaire. Donc, heureusement, on a un outil qui va quand même correspondre à l'intuition qu'on a et qui, en plus, a l'avantage d'être manipulable mathématiquement, c'est-à-dire comparable pour tout un corpus d'images. C'est ce qu'on va faire ensuite. Alors, pour vous montrer la différence, là, avec Jackson Pollock, ben, là, on a des bords qui vont des traits qui vont vraiment dans tous les sens. Donc, on a un histogramme qui est beaucoup plus circulaire, beaucoup plus homogène. Et on va avoir aussi une amplitude par pixel qui est beaucoup plus grande. C'est-à-dire que dans le premier résultat que je vais montrer, si jamais on voulait comparer la période calme chez Casorati, par exemple, au futurisme italien, ben, on s'attendrait à pouvoir plus ou moins distinguer les deux styles sur base du nombre de bords qu'il y a dans les deux images, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, si l'axe horizontal ici gradue les différentes intensités moyennes, donc de bords, si vous voulez, par image, on va avoir les images plus calmes qui sont plus à gauche, les images où il y a un peu plus de bords plus à droite. Et Jackson Pollock n'est pas représenté sur cette image, puisque simplement, il ne serait même pas dans cette pièce si on pouvait étendre cette ligne d'intensité. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire. Maintenant, évidemment, si on prend beaucoup de styles picturaux, on va finir quand même par se mélanger. C'est une seule dimension, c'est une seule analyse. C'est plus pour montrer qu'on peut faire des différences entre certains styles prédéfinis. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de pouvoir regarder une grande quantité d'histogrammes circulaires et de les comparer entre eux. Alors, d'abord, on va regarder un artiste assez prolifique qui est connu pour avoir eu différentes périodes au cours de sa vie, différentes périodes de production, très différentes, Kandinsky. Alors, Vassily Kandinsky, sur Wikipédia, a 327 images qui sont présentes, et elles sont ici représentées sous leur forme grammatique, histogrammatique. Temporellement. On ne voit peut-être pas bien, mais tout au-dessus, on a une ligne du temps qui va de 1898 à 1944 et qui reprend les 327 peintures de Kandinsky, analysées à travers les bords et la technique de détection de bords, comme je l'ai montré, et qui représente les histogrammes correspondants. Et que c'est une production qu'il a eue. Et on peut constater, si on regarde bien cette image, qu'il y a eu plusieurs phases, effectivement, dans les productions de Kandinsky. Au début, on a eu des histogrammes qui sont relativement horizontaux, relativement plats, et ellipsoïdes, horizontales. Puis après quelques années, c'est devenu beaucoup plus circulaire. Puis on a eu des choses très ascendantes, diagonales et même descendantes, donc beaucoup de croix, et puis c'est devenu plus des formes de plus, les histogrammes circulaires. Elles sont plus très circulaires d'ailleurs, simplement parce que la production de Kandinsky a beaucoup évolué. Et si on met ça, ça c'est ce que je viens de dire, mais si on met ça en parallèle avec les différentes périodes de sa vie, vous pouvez sur Wikipédia, je ne suis pas spécialiste de Kandinsky, il y a beaucoup d'informations à ce sujet, bah, on constate effectivement qu'il était à des endroits différents, il collaborait avec des personnes différentes, il avait différentes phases de sa production au moment où il a fait ces différentes de peinture et de production. Donc, c'est un outil qui nous permet d'étudier plus en détail la production d'un artiste et de pouvoir distinguer différentes phases de sa vie. Mais ce qui serait intéressant aussi, c'est de comparer les artistes entre eux en production, et donc comparer différents histogrammes aussi entre eux. Alors, techniquement, ici, on aurait envie de dire, les deux premières images, donc celles du haut, sont toutes les deux relativement calmes et statiques. Les deux suivantes, celles en bas, sont relativement dynamiques, avec une belle ascendance diagonale. Donc, on le voit, mais est-ce qu'on peut le quantifier? Alors, simplement, pour calculer la distance entre deux histogrammes, on va regarder à quel point ils se recoupent, si jamais ils sont mis l'un sur l'autre. Si jamais ils sont identiques, ils sont un recoupement total. S'ils sont très différents, ils vont avoir très peu de recoupement.
Et en utilisant cette métrique pour comparer les différents histogrammes, sur ce simple exemple, on peut montrer que les deux images plus statiques ont effectivement une distance entre elles qui est faible, les deux images dynamiques ont une distance entre elles qui est faible, et une grande distance par rapport à l'autre. Maintenant, on va passer à une vraie analyse. On va regarder plus de 1000 peintures qui ont été produites par des peintres abstraits, Paul Klee, Vassili Kandinsky, Marc Rothko, Alevich, Mondrian, Pollock. Et on va regarder si on a des distinctions qui peuvent apparaître. Alors, on va analyser donc plus de 1000 peintures, 1000 œuvres d'art. On va produire les histogrammes correspondants et on va les projeter dans un plan avec une technique qui s'appelle UMAP. UMAP, en gros, ça prend une représentation en haute dimension, de plusieurs images, et ça va projeter ça dans un plan pour qu'on puisse visualiser les résultats, tout simplement. Et la projection va essayer de mettre proches les uns des autres les histogrammes qui ont à peu près la même forme, et loin les uns des autres les histogrammes qui ont des formes relativement différentes. Alors, voici ce que ça donne donc pour les peintures. Et lorsqu'on fait ça, on se rend compte qu'on peut tout doucement définir une typologie d'histogramme, une typologie de dynamisme relatif à les traits principaux dans les différentes peintures. Alors, il y a toute une catégorie d'histogrammes qui ont une forme de plus, vraiment. Typiquement, on va se situer là-bas, avec beaucoup d'horizontalité et de verticalité. Ces plus peuvent un petit peu s'épaissir ensuite, donc on va toujours avoir deux directions principales, horizontale et verticale, mais peut-être un peu moins saillantes. Et puis alors, cette forme évolue progressivement et devient ellipsoïdale. Les ellipses deviennent un petit peu plus tournées, donc on a un peu plus de caractère ascendant, notamment sur la droite, à droite de l'image. Les fameuses croix de Kandinsky arrivent aussi. Puis, ces formes peuvent encore évoluer et devenir très rondes, donc comme chez Pollock, puis s'allonger de manière horizontale, comme on a déjà vu chez Kandinsky à nouveau. Et donc, on a toute cette typologie qui se dessine, où les différents peintres sont représentés. Et en fonction de la période à laquelle ils ont peint et des périodes, des différents types de productions qu'ils ont fait, ils vont se retrouver à différents endroits. Certains, évidemment, seront plus typiques que d'autres. Par exemple, Mondrian a énormément d'horizontalité et de verticalité, il sera plutôt situé dans une seule zone du plan. Alors, vous pouvez regarder même sur ce site. C'est un outil de visualisation, mais on peut aussi essayer de récupérer des images qui sont proches les unes des autres d'un point de vue dynamisme, d'un point de vue histogramme. Ce que j'entends par là. Ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup en général les historiens de l'art, c'est de se poser la question, tiens, j'ai une image requête, j'aimerais savoir quelles sont toutes les images qui ressemblent à mon image requête. Donc, ressembler, ça veut dire quoi? Ça peut vague. Ça peut ressembler d'un point de vue colorimétrique, ça peut ressembler d'un point de vue composition, d'un point de vue sujet qui est traité, ça peut ressembler aussi d'un point de vue traits principaux qu'il y a dans les images, pourquoi pas. Donc toutes les images qui ont des traits principaux, par exemple majoritairement horizontaux, c'est le cas sur la figure de gauche qui est ici, l'image au-dessus c'est l'image de référence, et les images qui suivent sont des images qui ont des histogrammes très proches. On peut se demander quelles sont les images proches de celles dessus, donc la figure de droite, avec une espèce de dynamisme ascendant prédominant, et on récupère des images qui ont un dynamisme ascendant prédominant. Et vous constaterez que c'est une similarité qui n'est pas du tout basée sur le contenu sémantique, sur le type d'objet qu'il y a dans la scène, ni sur le chromatisme. C'est vraiment une analyse basée sur les traits principaux, une sorte de dynamisme qu'on peut repérer dans les différentes images. C'est une nouvelle façon, une façon supplémentaire de comparer les images entre elles et de récupérer des images similaires selon un certain critère. Il y a plus de résultats, je vous laisserai regarder. Les slides seront disponibles. Alors, il y a quelques limitations, évidemment, je le dis depuis le début, ce n'est pas la seule façon de quantifier le dynamisme, on va en voir d'autres dans la suite. Et d'un point de vue interprétatif aussi, il faut quand même faire attention, ce n'est pas parce qu'on a des traits principaux qui sont par exemple horizontaux, qu'on n'a pas forcément quelque chose de, qu'on a forcément quelque chose de statique, ou qu'on a beaucoup d'horizontalité. Par exemple, si on regarde cette image, une sorte de chronophotographie d'un aigle en train de plonger,
en fait, on a un mouvement qui est plutôt vertical, alors que les traits principaux sont horizontaux. Ça, c'est assez particulier. Euh, et vous pouvez demander aux intelligences artificielles populaires ce qu'ils voient. Ils peuvent dire qu'il y a un ensemble d'oiseaux qui volent. En IA ne sont pas spécialement bonnes non plus pour dire qu'il y a un mouvement vertical là. Alors, une autre limitation, c'est que dans l'image, en réalité, on a un background qui est très statique avec des immeubles, et c'est le foreground qui est plus dynamique avec cette espèce de bulle qui s'envole, qui monte, avec les regards des passants dans la rue qui sont portés vers le haut. Donc, on a quand même normalement, dans cette image, une sensation de dynamisme ascendant qui n'est pas représentée dans le diagramme circulaire, le diagramme circulaire. Donc, voilà, il faut quand même être conscient des limitations qu'il y a là derrière. Alors, probablement, ça pourrait aider la communauté de Digital Humanities à étudier des chiffres qu'il y a eu chez différents artistes, à effectuer des comparaisons entre artistes, qui a commencé une nouvelle tendance et quand. Donc, c'est un outil qu'on espère rendre disponible pour l'utilisation. Une forme très simple, parce que ce ne sera pas un software incroyable, mais en tout cas utilisable par le plus grand nombre pour réaliser des expériences similaires à celles que j'ai faites. Alors, simplement, pour faire le lien avec la partie qui va suivre, les IA génératives dont il est question dans le séminaire, on peut se demander si elles sont capables de générer une certaine forme de dynamisme dans les images qu'elles génèrent. On demande une image, et dans l'image qu'on récupère, est-ce qu'on sait avoir du dynamisme tel que Kandinsky, ou tel que généré par des diagonales, ou encore d'autres sortes. Et donc, pour faire le lien, on va se diriger donc, vers ça maintenant. Une jolie image ici de Bernard qui est simplement baptisée Emotion. On a une sensation de mouvement mis par d'autres. Donc, qu'est-ce que l'IA générative va pouvoir nous apporter sur le dynamisme? Ici, ce sont des travaux en cours, ce n'est pas encore publié, ce sont des réflexions aussi, donc il n'y aura pas forcément de conclusions formelles, il y a peut-être des réflexions qui vont s'ouvrir, en tout cas, on espère, nous on réfléchit beaucoup à ça avec Maria Julia. Donc, on va étudier le dynamisme dans l'IA générative de plusieurs façons. D'abord, contrainte à un artiste particulier, puis on va regarder par rapport à une technique particulière, on va dire, tiens, focalise-toi sur le diagonale, focalise-toi sur l'aspect chromatique et d'autres choses. Puis on va enlever les contraintes, on va étudier ce qu'on appelle les prompts révisés, notamment dans DALL-E, pour ce que c'est tout à l'heure, et on va comparer différentes IA génératives. Alors, quand je dis on va étudier le dynamisme contraire à un artiste, on va prendre Kandinsky, c'est celui que j'ai pris tout à l'heure déjà, donc une idée de ce qu'il a déjà produit. Et on se pose la question simplement, est-ce que DALL-E, générateur d'images d'OpenAI, et ChatGPT, peut imiter le dynamisme de Kandinsky? Alors, Kandinsky a des caractéristiques relativement mesurables en termes de dynamisme, en tout cas telles que rapportées dans la littérature, notamment par les lignes, les edges, beaucoup de diagonalité dans une certaine période de sa vie, et la vivacité des couleurs. Demandons à DALL-E Painting with Kandinsky Dynamism. Voilà ce qu'il génère. Alors, bah, c'est beau ou c'est moche, ça dépend un peu du point de vue. Hein. Ceux qui connaissent bien Kandinsky ne reconnaissent a priori pas Kandinsky là-dedans. En tout cas, une version peut-être très, très caricaturée ou très mauvaise imitation de Kandinsky. Alors, on peut se dire, bah, peut-être que 8 images ici, ça ne suffit pas. Avec un peu de chance, il va peut-être faire un peu mieux. Et ayant voilà, une formation mathématique, j'aime quand les résultats sont statistiquement significatifs. Donc, j'ai généré une centaine, comme ça, avec le même prompt. Si beaucoup. Oui, c'est tout le temps la même chose. Hein. Vous pouvez les observer une par une si vous voulez, mais c'est très similaire. Donc, bon, c'est pas des imitations très très bonnes de Kandinsky en termes de dynamisme. En tout cas, d'un point de vue peut-être chromatique, il y a quelque chose, mais la composition finale, c'est très coloré, trop coloré, très chargé, trop chargé, et peut-être trop typé aussi, avec un usage peut-être excessif aussi de la diagonale, voire de motifs. Et Kandinsky, comme on l'a vu, il a eu beaucoup de phases de production dans sa vie, avec différentes
type de production. Ici, il y a un type de production qui est vraiment fourni tout le temps le même type. Donc, ce qu'on s'est demandé, c'est peut-être que le mot dynamisme peu vague, et c'est ce qui a été dit aussi un peu dans la présentation précédente, c'est que quand on prend des termes trop vagues, on laisse trop de flexibilité au modèle, donc c'est peut-être pas un bon choix le mot dynamisme. Donc on va simplement demander une peinture dans le style de Kandinsky, et peut-être qu'il va de lui-même trouver le bon dynamisme, et honnêtement, les résultats ne changent pas énormément, peut-être un petit peu, pas significativement par rapport aux formes précédents. Donc on a des productions à nouveau qui sont relativement discutable. Alors, c'est très bariolé, c'est très coloré, c'est trop coloré, trop chargé. Euh, on va effectuer une petite comparaison un peu plus quantitative avec les œuvres de Kandinsky, mais on sent déjà que l'imitation n'est pas spécialement bonne, ou en tout cas n'est que partiellement. Alors, quand on dit c'est très coloré ou trop coloré, ben, on peut analyser à la brightness et la saturation, donc la luminosité des différentes peintures de Kandinsky qui sont présentées par les poids bleus et les différentes images générées, qui sont les poids jaunes et roses, les deux types de prompts. Donc, clairement, ici, nos images générées sont toutes concentrées dans une certaine zone du plan brightness et saturation, dans le même type d'image qui est générée, le type de brightness et saturation. Et Kandinsky a certes produit des images de peinture, pardon, qui sont dans cette zone-là, mais pas que. C'est pratiquement évident pourquoi ce genre. En termes de chargement, c'est très chargé ou trop chargé, ou très typé, trop typé. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup ou pas de charge ou pas de traits, finalement, de toutes les directions dans nos productions avec Dali? Et est-ce que les directions sont très uniformes ou plutôt très précises? Bah, voici ce qu'on obtient. Donc, cette fois-ci, Kandinsky, ce sont les poils noirs et les poils roses et jaunes pour nos productions. On est dans des productions qui sont typiquement plus chargées que Kandinsky et avec des directions euh, beaucoup plus précises que ce que Kandinsky a fait dans l'ensemble de sa vie. Kandinsky a fait beaucoup de choses, donc il y a un certain recoupement, mais il n'est que partiel. Et c'est encore mieux montré dans cette image où là, on va clairement comparer les histogrammes circulaires tels que j'ai montré dans la première partie de la présentation, où on ne capture clairement pas l'entièreté. Alors, on peut se demander, tiens, est-ce que c'est propre à Kandinsky ou est-ce que c'est propre simplement au processus de génération? Sans grande surprise, hein, c'est propre au processus de génération. C'est pas juste Kandinsky. Si on demande avec Van Gogh ou avec des autres peintres très célèbres, on va chaque fois avoir une sorte de stéréotypisation qui va être faite. Donc, si on demande painting with Van Gogh's dynamism, ça va être tout le temps la nuit étoilée, ou très souvent la nuit étoilée qui va être reprise, parfois pratiquement plagiée. Regardez la première image en haut à gauche, c'est quasiment la même. Donc, on va avoir ce mode collapse, on va avoir une concentration des productions sur quelques œuvres vraiment significatives, voire une seule œuvre ou un seul style significatif d'un artiste. Et donc, la conclusion qu'on en a tirée, c'est que peut-être que forcer le modèle génératif à se concentrer sur un artiste n'est pas une très bonne idée, parce que le simple fait de mettre le nom de l'artiste dans le prompt aura un poids beaucoup trop fort et beaucoup trop contraignant, beaucoup trop directif dans ce qui va être généré comme production par ces modèles. Donc là, on se pose un peu la question du poids du nom de l'artiste dans le prompt, et on va maintenant l'enlever simplement. On va se demander, de manière un peu plus générale, quel type de dynamisme ces modèles génératifs sont-ils capables de produire? Alors, on va se tracasser de diverses techniques de dynamisme. Donc, on a vu les diagonales, notamment dans Kandinsky, qui sont fréquemment utilisées. On a du dynamisme colorimétrique, aussi dans Kandinsky. Chez Van Gogh, on a du dynamisme sous forme de courbes, de tourbillons, ceci. Il existe aussi le dynamisme dû au flou de mouvement, donc comme ça a été représenté chez Giacomo Dalla. Les chiens à l'aise sont un peu flous, sont représentés plusieurs fois pour générer une sensation de mouvement. La perspective, les points de fuite pour plonger réellement dans le tableau, qui donne aussi un aspect dynamique
tableau. Les lignes gestuelles, alors là, on en voit par exemple plus souvent dans les bandes dessinées, mais quand vous avez un personnage qui se déplace, on a des traits, des petites lignes qui indiquent que le personnage se déplace, mais sinon en peinture, ça a été effectué aussi par certains futuristes comme Carrara, des motifs répétés aussi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que Maria Giulia aime beaucoup, je pense, la peinture futuriste italienne. Et puis, ce n'est plus vraiment de la peinture, mais la chronophotographie est aussi un bon moyen de générer l'impression, quoi, une visualisation du mouvement sur une image. Donc, on va demander à Dali, dans ce cas-ci, de générer des images respectant un type de dynamisme particulier. Est-ce qu'il est capable d'en isoler un et de générer des images qui vont correspondre à ce type de dynamisme? Et donc, on va demander Dynamic painting where dynamism is created by diagonals. Alors, c'est intéressant de voir ce qui est produit parce que effectivement, il y a des diagonales, beaucoup de diagonales, c'est peu discutable, mais il y a aussi, sans qu'on le demande, un dynamisme chromatique très fort. On a énormément de couleurs très vives et une alternance très fréquente entre différentes couleurs vives. C'est quelque chose qui est très présent dans la génération. Alors, sur certaines, on peut aussi dire qu'on a une espèce de sensation de flou de mouvement, voire de perspective, notamment sur celle qui se trouve en bas à gauche. Bon, je ne vais pas générer des centaines d'images avec ce prompt, mais c'est une petite tendance qu'on peut voir se dégager. Il y a des dynamismes qui semblent se mélanger, alors qu'on n'en a demandé qu'un seul. Ok. Si on demande un dynamisme plutôt chromatique, effectivement, on va l'avoir, mais il va être souvent aussi mélangé avec peut-être des diagonales ou des courbes, des tourbillons, un effet de perspective sur certaines images. Donc on a quand même toujours cette espèce de mélange qui va apparaître dans les collections de Dali sans qu'on lui demande. Dynamisme causé par des lignes courbes, il fait très bien des lignes courbes. Bien, on a un peu de tourbillon aussi, orthographe, et un certain dynamisme chromatique également, peut-être un petit peu moins présent cette fois-ci, peut-être pas sur toutes les images, mais on a toujours ce mélange. Pour des tourbillons, bon, voilà, il s'est généré des tourbillons, je ne vais pas m'attarder sur toutes les images parce que sinon on en a pour. Un peu plus intéressant, lorsqu'on lui demande du flou de mouvement, on constate qu'il va ajouter des objets typiquement liés à la notion de flou de mouvement. Et là, on est vraiment en lien avec la présentation qui a été faite juste avant, où on va avoir des associations statistiques qui sont souvent faites probablement entre flou de mouvement et certains objets comme des voitures qui vont être en mouvement. Si on voit des voitures apparaître sur au moins 3 des 5 images, peut-être même 4 si on regarde bien l'image qui se trouve en bas à droite, avec des villes aussi dans le fond, donc on a un paysage urbain qui semble être beaucoup plus propice, en tout cas pour Dali, à générer du motion blur, du flou mouvement. Alors, lorsqu'on lui demande un dynamisme de perspective pour vraiment plonger dans le tableau, là, il comprend relativement bien la consigne également, même s'il continue d'ajouter différents types de dynamisme, hein, mais ça, on commence à être habitué. Les lignes gestuelles, c'est plutôt un échec, et des motifs répétés comme dans le dynamisme, dans le futurisme italien, c'est relativement mauvais aussi. Alors, je l'ai vraiment forcé à dire mais des motifs qui vont se répéter dans une certaine direction, ça ne marche vraiment, vraiment pas bien, jusqu'à ce que je lui demande clairement une personne, par exemple, qui se déplace et qui est répétée, où là, il commence à faire des choses un petit peu plus correctes. Mais là, il faut lui donner quand même beaucoup d'indications pour arriver à quelque chose qui correspond un minimum à ce qu'on attend. Et là, on tombe pratiquement dans la chronophotographie. D'ailleurs, si on lui demande la chronophotographie, c'est pas parfait, hein. Si vous passez beaucoup de temps à regarder les images, vous verrez souvent des gens qui ont 3 bras ou 3 jambes, des oiseaux qui ont un peu trop d'ailes ou pas assez, des chevaux un peu particuliers. Mais bon, disons que l'essence est plus ou moins capturée. Il connaît le principe. Et donc, si on en revient à la question initiale de cette section, qui était est-ce qu'on peut forcer Dali à générer une image dont le dynamisme ne relève que d'un seul procédé isolé et prédéfini? Bien, on a envie de dire que spontanément, Dali va créer du dynamisme via les couleurs, hein, chromatiques,
et souvent via des courbes et des tourbillons, indépendamment de ce qu'on lui demande. Puis occasionnellement, il va ajouter de la perspective, du flou de mouvement, des diagonales, et de temps en temps, il va ajouter des éléments sémantiques qui sont absents du prompt, ça c'est important, et des voyelles, des silhouettes, voire des éléments naturels comme des vagues. Et on verra pourquoi un peu plus tard. Alors ici, donc, on s'est concentré sur différents types de dynamisme particuliers, mais on peut aussi se demander, tiens, qu'est-ce que le dynamisme lui inspire de manière générale? Donc, sans rien préciser d'autre euh, qu'une image dynamique, une peinture dynamique ou une photographie dynamique. Et donc, si on demande une peinture dynamique, bien, certes, on va avoir la diagonale des courbes, des tourbillons de la perspective, mais surtout, on va avoir la présence d'éléments naturels. Énormément, énormément, énormément. Si on ne spécifie rien, le dynamisme en peinture a été absorbé par le modèle comme étant lié au déchaînement des éléments naturels. C'est vraiment ce qui ressort, en tout cas par Dali. Et donc, il semblerait que les relations, les associations statistiques les plus présentes dans les bases de données en ce qui concerne du dynamisme et de la peinture, ce soit ces déchaînements d'éléments naturels. Alors, ce sont peut-être des choses dont on n'a pas conscience. Ici, on est en train tout doucement de se questionner sur qu'est-ce que ces modèles génératifs, de par leur génération, nous apprennent sur les bases de données et sur la façon de construire certaines peintures dont on n'a peut-être pas, dont on n'a peut-être pas conscience, en fait. Je ne sais pas si vous saviez, moi, pas spécialement, Maria-Julia peut-être un peu plus, mais est-ce que le dynamisme en peinture est souvent représenté par des déchaînements d'éléments? Alors ici, ce ne sont pas des vraies peintures, mais si jamais c'est ce que Dali génère, sans doute il a dans sa base de données beaucoup de peintures où le dynamisme est représenté par des éléments naturels. Donc, il y a peut-être des études comme ça qui peuvent émerger de par l'analyse des résultats produits par ces modèles, parce que c'est une compression de nos connaissances humaines. On n'a peut-être pas conscience de l'ensemble des connaissances qui existent, alors on peut essayer de se dire, ah, prenons un peu de recul et regardons ce qui se trouve dans les bases de données. Je digresse un petit peu. Painting, est-ce que c'est un mot important? Est-ce que si on change le mot painting, on va avoir quelque chose d'autre? Là, si on remplace painting par image, on a quelque chose d'un peu différent. On a un rendu beaucoup plus photographique. On a un dynamisme un peu différent, plus souvent associé peut-être à des éléments matériels, des voitures, des villes, des objets, des personnes. Donc rien que la différence entre painting et image semble déjà induire une différente perception du dynamisme par le modèle génératif. Ce qu'il a ingéré comme information vraiment de nos grandes bases de données humaines, euh, c'est un peu différent quand on lui dit de générer une peinture ou une image. Si on lui demande même une photographie, ben là c'est carrément la situation générale, le contexte général de l'image qui change. Il va plutôt se mettre dans un contexte, dans une situation où il peut prendre une photo en quelque sorte. Et par rapport à ce qu'il y a avant, il n'y a rien de tout ça qui ressemble à une photo qui pourrait être prise, à part peut-être celle en bas à droite. Et ici, c'est mis dans un contexte où, clairement, on pourrait imaginer un photographe prêt à capturer les différentes photos à ces différents moments. Même le mot photographie, ici, va avoir un impact très important. Et puis, on s'est amusé à demander, tiens, mais au lieu de demander dynamic painting, painting that embodies motion, peut-être que le mot motion, mouvement, va générer quelque chose d'un peu différent. Et là, après analyse, on s'est rendu compte que le mot embody, probablement, va avoir tendance à ancrer dans un corps, un body, le dynamisme beaucoup plus fréquemment, parce qu'on va avoir des images plus souvent, qui contiennent beaucoup plus souvent des corps, des personnes, des animaux, notamment. Et c'est pareil pour images, pour photographie, donc la conclusion reste ici. Et donc on observe quand même une certaine sensibilité, heureuse ou malheureuse, probablement malheureuse, mais voilà, au vocabulaire utilisé dans le prompt, à propos du processus de production. Il semblerait que painting, en général, ça fasse appel à des concepts un peu plus abstraits que quand on utilise le mot image, et lui-même un peu plus abstrait que photographie. Là, on va vraiment créer une situation plus plurielle dans l'image. Et c'est peut-être contre-intuitif, parce que image, souvent séparée de tout support, un médium devrait être, donc l'image devrait être, pardon, un peu plus abstrait, peut-être. Alors,
le terme dynamisme semble être relativement bien compris, puisque si on remplace par motion, il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est que le mot embody qu'on a utilisé entre le dynamisme dans des corps plus vivants. Donc on avait un dynamisme plus diffus, plus diffusé précédemment, et plus localisé lorsqu'on utilise le mot embody. Alors, par curiosité, si on veut calmer les choses un petit peu, on peut demander painting an image that embodies stillness. Alors, on ne va pas spécialement pousser l'analyse, mais voilà, c'est assez intéressant de constater que systématiquement, on a des éléments naturels à nouveau, très calmes, de l'eau, des étendues d'eau, un horizon lointain. C'est des compositions assez similaires qui semblent chez beaucoup d'horizontalité, de verticalité, faire le lien avec la première partie de l'exposé. Alors, maintenant, on le voile sur ce grand mystère. Pourquoi est-ce qu'on avait autant de concepts entremêlés lorsqu'on demande de générer des images avec un seul type de dynamisme? Clairement, Dali semble avoir sa propre vision de ce qu'est le dynamisme, le mouvement d'une certaine façon. Il y a du dynamisme dans les images qu'il génère. Mais bon, voilà, il fait un peu à sa sauce, avec des couleurs changeantes, avec des coupes, il n'est pas vraiment forcé à un type de dynamisme. Et il faut savoir que Dali fonctionne comme ceci. Lorsqu'on lui donne un prompt, même avec trois mots, Dynamic Painting, il va toujours réviser le prompt. Alors, il le révise pour plusieurs raisons. Il le révise parce que les concepteurs de Dali, chez OpenAI, ont constaté que des prompts bien détaillés, bien longs, génèrent des images plus souvent alignées avec les attentes des utilisateurs. Ils analysent le prompt aussi pour être sûr qu'on ne l'utilise pas à des fins négatives, des images violentes ou trop osées, ou pour faire de la diffamation sur les personnalités. Bref, donc, voilà, le prompt est analysé, il est révisé, mais très lourdement. Regardez, moi, le prompt, il a trois mots, et le prompt révisé qui est réellement soumis au générateur d'images, c'est a dynamic work of art showcasing a powerful display of colors and movements, quotes, creativity, blablabla. Je ne vais pas tout lire, c'est infernal. Avec énormément de mots supplémentaires. Regardez, couleurs, mouvements, tourbillons, l'énergie, des éléments naturels, des paysages urbains, des traits abstraits, du flow. Donc, quand on voit le prompt révisé réellement soumis au générateur d'images, ben, on comprend pourquoi il y a tant de choses qui sont mélangées dans les images qui sont générées. Alors, j'ai généré plein d'images, hein, comme vous l'avez déjà vu. J'ai analysé tous les prompts révisés, j'ai extrait les mots-clés, je les ai catégorisés. Et il y a énormément de mots-clés qui sont relatifs à la notion de mouvement, de vitesse, mais aussi des mots-clés relatifs à des formes géométriques, à la couleur, à la luminosité, à la lumière, aux éléments naturels, à la vie urbaine, à l'énergie. Donc là, je vous montre plein d'exemples sur des mots extraits des prompts révisés, réellement soumis au modèle générateur d'images, que j'ai répartis en différentes catégories. Et ce qui est assez frappant, c'est que tous les prompts révisés, quasiment tous sans exception, contiennent des éléments relatifs à diverses catégories de dynamisme, telles que celles qu'on a étudiées. En général, entre 3 et 7 catégories sont représentées par prompt, même si on n'en demandait qu'une dans le prompt initial. Et donc, c'est pour ça qu'on a des images qui entremêlent énormément de choses, parce que le prompt révisé lui-même contient énormément d'éléments différents, relatifs à différents types de dynamisme. Donc, les prompts révisés sont responsables dans le cas de Dali. Alors, en ce qui concerne d'autres modèles génératifs, je ne sais pas si les prompts sont révisés. Il est probable que oui. Il y a souvent des entremêlements également de différents types de dynamisme. Et donc, dans cette dernière section, on va comparer justement différents modèles génératifs pour voir s'ils ont les mêmes caractéristiques que Dali ou si certains sont plus capables que d'autres pour certains types de dynamisme. Donc, on va reprendre Dali, Midjourney et Stable Diffusion. Ce sont trois grands modèles prédominants, on va dire. Et on va analyser les différentes modalités qu'on a déjà vues. Le dynamisme non contraint à une technique et contraint à un artiste. Alors, j'ai déjà parlé beaucoup. Je ne vais pas commenter en longueur toutes les images. Mais en général, en un coup d'œil, on repère relativement vite ce qui se cache derrière. Donc, lorsqu'on demande une peinture dynamique, Dali, on l'avait déjà vu,
Midjourney va avoir tendance à entremêler des couleurs, des formes, à avoir un effet un peu plus esthétisant aussi, peut-être, en tout cas plus artistique. Et Stable Diffusion, c'est toujours le même type de composition. On a une espèce d'ascendance qui va du bas à gauche vers en haut à droite, des couleurs très similaires entre les images, beaucoup de consistance, et qui force un petit peu les traits de peinture. Je ne sais pas si ça se voit bien d'ici. Ouais. Faut regarder peut-être sur un écran et zoomer un petit peu. Si on veut faire la différence avec une image dynamique, on va avoir un peu plus de, de corps, peut-être de réalisme aussi dans Journey, un peu comme on avait avec Dali et Stable Diffusion, euh, quelque chose peut-être d'un peu plus abstrait ici. Et dans ce moment d'une photographie, Midjourney va aussi se mettre dans le cadre, je veux dire, d'un photographe qui va aller prendre une photo, contrairement à ce qu'il faisait avant, où le sujet est toujours une jeune fille en général, c'est ce qui ressort. Et Stable Diffusion semble un peu plus varié ici. Alors, si on remplace dynamisme par un mouvement, on va avoir plutôt des dynamismes de flou de mouvement hein, qui vont être représentés chez Midjourney et sur Stable Diffusion, et le terme embody qui va peut-être aussi pousser les modèles à produire des corps, comme c'était déjà le cas pour Dali. Et si on regarde Stillness, ça c'est vraiment intéressant parce que là, Midjourney et Stable Diffusion font des choses très similaires. C'est une personne dans l'eau qui regarde au loin à l'horizon. Stable Diffusion, on est un peu plus loin de la personne. C'est très similaire. Donc là, on a vraiment une belle différence par rapport à Dali. C'est assez curieux d'ailleurs. Probablement dans la construction des bases de données, c'est un peu différent. Alors, ce qu'on en a observé, c'est que Dali a peut-être un dynamisme un peu plus varié, Stable Diffusion peut-être plus simpliste, plus consistant ou moins varié. Et chez Midjourney, on a une recherche de la fonction esthétisante, notamment via la texture picturale, qui est souvent la couleur, le fil, les courbes, les tourbillons sont souvent présents chez les trois. Et le dynamisme visuel semble souvent posséder donc ces différences caractéristiques. Si on regarde les différents types de dynamisme, on avait écrit tout à l'heure, les diagonales, peut-être moins bien représentées dans Midjourney que dans Stable Diffusion et DALL-E. Chromatique, en général, les trois se débrouillent bien. Les lignes courbes, ça se passe pas trop mal. Des formes qui s'écoulent pareillement, même s'il y a des personnes qui apparaissent sur Midjourney, je ne sais pas trop pourquoi. Du flou de mouvement, alors là, peut-être un peu moins bon chez Stable Diffusion, chez Midjourney. Peut-être moins d'éléments sémantiques qui apparaissent contrairement à Dali. Via la perspective, moins bien comprise chez Midjourney. Et la chronophotographie, là, Midjourney et Stable Diffusion n'ont aucune idée de ce que c'est, clairement. Bon, voilà. Culture générale moins grande. Je ne peux pas leur reprocher. Voilà. Alors, je vous ai montré le prompt révisé, là, tout à l'heure, par DALL-E. Je l'ai aussi soumis à Midjourney et Stable Diffusion, le prompt révisé, donc. Là, on a des images plus psychédéliques. C'est plus pour l'expérience qu'autre chose. Chez Midjourney, on a des images qui sont quand même plus esthétisantes, en tout cas, d'un point de vue artistique. Merci. Bon, très, très subjectivement, hein, des petits points verts, jaunes et rouges pour voir là où les modèles étaient plutôt bons, plutôt moins bons. Vous pouvez générer d'autres images, vous aurez peut-être d'autres conclusions. Vous pouvez observer plus les images, vous aurez peut-être plus de conclusions. Ce que je veux en tirer comme conclusion, personnellement, c'est que Dali probablement respecte mieux les consignes que les deux autres. Euh, mais c'est pas pour autant que Midjourney et Stable Diffusion font forcément du mauvais travail. Midjourney génère peut-être des images plus belles, Stable Diffusion des images peut-être plus cohérentes les unes avec les autres, et ça peut être des affreux. Si on demande d'imiter du Kandinsky, vu ce que je viens de dire, si vous avez bien suivi, normalement Midjourney devrait être un peu meilleur. Il est, je pense en tout cas avec Maria Julia, nettement meilleur. On croirait voir quand même du Kandinsky dans les images générées, surtout dans celles, par exemple, en bas à gauche de Midjourney, mais même les autres ne sont pas trop éloignés. Stable Diffusion est un peu à côté de la plaque. Dalil était aussi là. Et donc ici, Midjourney plus fidèle, plus recherche de nouveautés, d'originalité. Mais tous restent sur un seul type de production, à une seule période, donc ils souffrent tous de ce mode collapse. Ça rejoint vraiment
l'exposé précédent, c'est qu'on a des associations statistiques qui sont faites dans les modèles et elles sont perpétuellement réutilisées de toute façon lorsqu'il demande au modèle de générer des équipes. Il y a très peu d'éloignement par rapport à ce qui a été écrit, ce qui est le plus souvent représenté. Bon, si on devait comparer les trois, moi j'ai envie de dire que Dali, c'est le bon élève dans le sens où il est peut-être très ou trop rigoureux, il comprend très bien les consignes, mais il va peut-être avoir tendance à trop les appliquer. Puis Journey, c'est un peu l'artiste, il va plutôt suivre le prompt quand ça l'arrange et ne pas le suivre quand ça ne l'arrange pas trop. Il a envie de créer un peu plus. Et Stable Diffusion, un peu plus équilibré, plus cohérent, une structure un peu plus répétitive. Mais c'est un avis. Et donc, quelques remarques peut-être pour conclure sur ce dynamisme de l'IA générative. Alors, on n'a pas d'article de travail fini ou de théorie bien finie, mais les modèles génératifs semblent quand même avoir une certaine intuition, compréhension commune de ce qu'est le dynamisme en peinture ou dans les images fixes. Et selon eux, c'est souvent quand même des jeux de couleurs et de formes. Sur demande, ils peuvent créer d'autres types de dynamisme via la perspective, le flou de mouvement, les diagonales. Mais dans tous les cas, plusieurs éléments sont souvent entremêlés. Dans le cas de Dali, c'est clairement, il y a les prompts révisés. Dans les autres modèles, puisqu'on ne sait pas spécialement comment ils fonctionnent, peut-être que ce sont des prompts révisés aussi en interne, peut-être pas, ça, on ne saurait pas le dire pour le moment. L'imitation d'un artiste est souvent partielle et limitée à une vision très stéréotypique de l'artiste. Et nos conceptions humaines passées les plus explicites ont été absorbées par les modèles. On peut se poser la question, est-ce qu'avec ces modèles génératifs, on peut revisiter, réinventer manuellement la temporalité dans l'image fixe? Ça, c'est une question de recherche. On aimerait explorer, évidemment. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Merci pour votre attention. Beaucoup, Adrien. C'était très intéressant parce que je connaissais, mais j'oserais dire que quand même, je repérais quelques points qui me posent question, sur lesquels je voudrais t'interroger avant de donner la parole aux autres. Alors, par exemple, on a vu qu'avec Kandinsky, tu as montré par ces schémas avec les couleurs Kandinsky Artworks en bleu, et puis c'est que Dali produisait en rose, ou tous les acides symbolisés par les roses, je pense. Dans ce cadre-là, on voit bien que oui, c'est une partie hyper périphérique de Kandinsky qui est prise en considération, tandis que pour Van Gogh, c'est la centralité du stéréotype van Goghien qui a été pris en considération. Donc, d'un côté, périphérie de la production, de l'autre côté, presque plagiat, quoi dire. Alors, je me posais la question, est-ce que, à ton avis, c'est tout simple, on peut réduire cette différente manière de reproduire Kandinsky et Van Gogh au fait que chez Van Gogh, les annotations renvoient probablement aux traits de pinceau qui sont très, très visibles. Et donc, simplement, on réduit cette différence à la question des annotations, ou on peut réduire, à ton avis, à d'autres caractéristiques qui ne concernent pas les annotations. Cette différence de traitement du dynamisme chez Kandinsky et du dynamisme chez Van Gogh. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Je n'ai pas fini. Hein? Okay. Non, non, non. Bon. Ensuite, tu as dit très justement que on veut aussi découvrir d'une certaine manière à travers les modèles génératifs qui ont comprimé, on peut dire, nos connaissances, voir si ces modèles peuvent nous faire remarquer quelque chose de différent, de neuf, là, dans les productions, produites par le passé, les peintures classiques, etc., etc. Et je pense que c'est une vraie question, celle des éléments naturels.
c'est un peu étonnant d'une certaine manière. On se dit que probablement Lorraine, Claude Lorraine et Poussin ont été beaucoup annotés avec du dynamisme, tandis que bon, on s'attendrait peut-être à d'autres, à d'autres sujets. Mais je pense qu'une chose, on l'a quand même comprise à travers tous ces exemples, ces générations-là, c'est que les mouvements, le fait des mouvements est toujours donné par des petites plages de couleurs, c'est-à-dire toujours jamais par des grandes plages, par des larges plages, mais justement par des lignes ou vraiment par des petits, comment dire, vraiment petits éléments. Ça, c'est quelque chose qu'à mon avis, on a appris de nos expériences. Quoi d'autre? Oui, c'est étrange, effectivement, on l'avait déjà dit, que quand on pose la question, quand on utilise le terme image chez les jeunes et les autres, on a des réponses, disons, concrètes, parce qu'effectivement, vous le savez, depuis très longtemps, on a cette distinction entre picture et image. Picture, c'est toujours quelque chose de plus concret, et image, ça a été toujours théorisé comme quelque chose de plus structurel, abstrait, même mental. J'ai remarqué encore quelque chose pour ce qui concerne tes expériences sur le stillness, sur le calme, sur le caractère calme, et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu quand on avait regardé rapidement, à savoir l'effet miroir, l'effet de dédoublement. C'est étonnant, je crois, parce que, bon, je ne me serais jamais imaginé que le caractère calme, disons, dans ce qu'on connaît de l'histoire de l'art, puisse être associé à des questions de réflexion, d'effet miroir, de dédoublement, etc. Ok, donc, si je comprends bien, il y avait une question au début, et puis c'était des commentaires. Oui, oui, oui. Euh, Je veux commenter mes commentaires, mais sinon, si. donc, la question originale était par rapport à Kandinsky, à Van Gogh, est-ce que c'est juste une question d'annotation, en quelque sorte, si on a ces représentations stéréotypiques? Oui, 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 oui. Donc, C'est traitement différent chez les deux. traitement dit. Ah oui, s'il traite, oui, Oui, pourquoi il traite pourquoi? différemment? Oui. Mais je ne sais pas s'il traite tellement différemment, à mon avis. Il y a quand même un processus commun qui est de stéréotypiser les deux artistes. Là, dans ce qu'il a fait de plus notable, donc enfin, les deux dans ce qu'ils ont fait de plus notable, bon, je pense que Van Gogh, La Nuit étoilée, c'est une des œuvres, si pas l'œuvre peut-être la plus détournée, réutilisée de mille et une façons possibles et imaginables, et aussi peut-être une des plus commentées, donc revient peut-être plus souvent dans la base de données avec différents types de commentaires, différents types d'annotations, avec voilà, c'est une peinture très dynamique, et donc peut-être qu'il y a, oui, des annotations beaucoup plus présentes sur Internet et dans les bases de données concernant cette peinture-là. Et pour Kandinsky, c'est peut-être plus le style général d'une certaine période de sa vie qui revient le plus souvent dans les bases de données. Alors, à mon avis, la distinction, et pour répondre à ta question, vient de là, c'est la récurrence de certaines images et de leurs analyses sur Internet et dans les bases de données qui fait que le modèle va plutôt les représenter. Mais il y a quand même quelque chose de commun à ces deux choses-là, c'est que c'est la présence abondante de commentaires et de reproductions d'œuvres qui fait qu'elles sont plus souvent générées. Il se fait que pour un des deux artistes, bah, c'est peut-être la colorimétrie, le diagonal, et pour l'autre, c'est peut-être une peinture particulière ou un type de procédé particulier. Euh, mais au final, c'est probablement une question d'abondance et d'association statistique dans les deux cas. Très bien. Merci. Alors, Juan, tu veux poser une question, toi aussi? Oui, oui, je pensais. Merci, Adrien. En fait, voilà,
voyant les critères que tu as exposés sur diagonale, tourbillon, courbe, etc., je me demande s'il n'y aurait pas d'autres critères. Et je pensais évidemment que nous connaissons très bien le travail qui avait été fait par la sémiotique à partir des catégories du plan de l'expression classique et baroque de Wolflin, que le plan du contenu dans les travaux, dans la reprise de Silverberg. Pour lui, le plan du contenu qui distinguait l'un de l'autre, une esthétique de l'autre, c'était d'un côté le calme, justement, et de l'autre côté le mouvement et l'agitation. Et donc l'agitation, qui correspondait évidemment à l'esthétique baroque, était définie par une série de critères, dont certains se rapprochent du tien. Par exemple, l'idée de perspective, lui disait la différence. Le classique était le plan, alors que le baroque, c'était... Bon, bref, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres critères, donc ceux, par exemple, qui étaient exposés par Wolfling, justement, pour parler du baroque, dont l'effet serait justement l'agitation, le mouvement? Effectivement, la liste des critères que j'ai proposés n'est pas exhaustive, ça, j'en suis sûr, parce que simplement, je n'ai pas été chercher dans tous les styles les différentes notions de dynamisme qui existent. Et oui, donc il faut clairement, à ce moment-là, qu'on réfléchisse peut-être plus et de manière plus systématique et plus exhaustive à l'ensemble des critères qu'on pourrait envisager avec Maria Julia, avec les historiens de l'art, ou des gens qui connaissent bien ça, parce que ici, ce que j'ai pris, c'est ce qui revient peut-être le plus souvent, en tout cas qui est le plus intuitif, mais par rapport à moi et mes connaissances maigres de l'histoire de l'art, d'une certaine façon. Donc effectivement, c'est une liste non exhaustive et ce serait extrêmement intéressant de faire une étude beaucoup plus systématique et qui se rapproche plus aussi de ce qui a déjà été établi pour avoir des fondations peut-être un peu plus rigoureuses et plus solides. Tout à fait. Clairement, je suis preneur, on est preneur. S'il y a des gens qui ont de telles listes, on va pouvoir collaborer. Je pensais à une autre chose à partir de Wolflin, qui distingue justement les classiques du baroque à partir aussi des forces plutôt centripètes pour les classiques et plutôt centrifuges pour les baroques, ça par exemple, on n'a pas testé. Et puis bien sûr, toute la question des bords, comment les bords sont dépassés ou pas par, par les diagonales ou par d'autres orientations des lignes. À toi la parole. Merci, c'était très intéressant. J'avais une question très précise, mais je pense que tu n'auras pas la réponse, malheureusement, mais je demande au cas où. Est-ce que tu sais quel est l'algorithme qu'ils utilisent pour réviser le prompt? Euh, oui et non, c'est-à-dire qu'ils utilisent le GPT-4, en tout cas quand les expériences ont été faites. Donc, ils repassent GPT-4 sur le prompt d'origine? Oui, mais avec quelles consignes, je ne sais pas. Je connais une partie des consignes parce qu'ils l'écrivent sur leur site. Une partie des consignes, c'est pas générer de contenu violent, de contenu pornographique, de personnes célèbres, voilà. Et il doit y avoir autre chose comme consigne pour qu'ils le révisent comme ils le révisent. Ouais. Ajoute tel ou tel détail, fait en sorte que l'image soit belle, j'en sais rien du tout. Donc ça fait partie de leur secret de fabrication, malheureusement. Ça impacte énormément la production finale. Énormément. Je veux dire, on peut même se demander si... Ouais, ok. Oui, on peut se demander à quel point est-ce qu'on a réellement le contrôle sur ce qu'on génère. Ouais. Pardon? Là, quand j'ai l'air, j'ai une question cachée. Ouais, parce que j'ai vu des questions. Alors, Rossana, évidemment, et ensuite Enzo et puis Pierluigi. Moi aussi. Ah, Margot? Oui. Enzo, Pierluigi, Margot. Oui.
Merci. Eh ben, une question, c'était celle que Philippe a déjà posée, donc c'est bien, merci à vous deux qui avez répondu, parce que c'était resté justement en suspens, ça limite beaucoup les possibilités de production, donc c'était exactement ce que je me posais. Mais après, j'avais deux petites questions. Une qui est liée à celle-ci, c'est de dire que finalement, si on prend en considération cette instance de médiation du prompt révisé par notre PHGE, ça veut dire que les critères de pertinence de la production dépendent d'un côté de ce prompt de révisé et de l'autre côté de la fréquence. Donc, on a deux formes de sélection de la pertinence. Effectivement, ouais. Je pense que c'est très juste de dire ça. Donc, le prompt révisé va vraisemblablement contenir des détails supplémentaires qui sont relatifs à la fréquence de ce qui est généralement produit. En tout cas, ce serait le plus vraisemblable. Sinon, il générait des prompts révisés complètement bizarres et c'est pas le cas clairement. Les prompts révisés, c'est tout le temps le même genre de vocabulaire et d'ajouts qu'il effectue. Et la deuxième question, c'était liée aux exemples que tu as proposés. Et je me posais une question, un tableau, on revient, comme un portrait pointilliste. Donc, un portrait, c'est très statique, pas dynamiste. Par contre, le pointillisme construit plein de micro-contours. En fait, est-ce qu'il fait exploser la machine ou on arrive à le casser quelque part? Donc, est-ce que c'est un peu ce que disait Juan, la dimension contenue, donc, la dimension des contours qui est liée au figuratif? Est-ce que après c'est croisé avec la dimension des contours qui est liée à la matérialité de l'expression? Comment en fait ces deux dimensions en fait, rentrent après? Donc là, c'est plutôt par rapport à la première partie de l'énoncé, de l'exposé avec les bords et avec les stigmas. Effectivement, alors c'est une bonne question. Donc, ce qui va se passer, c'est que s'il y a énormément de petits traits, de contours, l'algorithme que j'ai utilisé n'a pas de mécanisme de filtrage, donc il va calculer tous les bords, et donc bah, il va y avoir une accumulation de petits bords, probablement un peu dans tous les sens, et donc ça va donner un histogramme un peu à la Pollock, même si on a un sujet qui visuellement, et je vais dire, pas si on regarde de très très près, mais si on regarde un peu de loin en dézoom, a l'air très statique. Donc il n'y a pas de notion réellement d'échelle. En fait, c'est ça, de résolution. Est-ce qu'on regarde à très haute résolution, pixel par pixel, ou est-ce qu'on prend du recul? Et nous, ce qu'on fait en tant que mec, on regarde l'image, on va avoir tendance à extraire je veux dire, à basse résolution peut-être, donc en gros ce qui se dégage de l'image, sans voir tous les petits traits, mais si vraiment on zoome très très fort, on va tous les voir. Ben, ce que mon algorithme fait ici pour le moment, c'est regarder tous les petits traits. Donc, il va le situer. Et donc pour le moment, il va dire qu'il y a des traits partout et c'est hyper dynamique. Effectivement, c'est vrai. Ouais. Donc ce qu'il faudrait faire à ce moment-là, ben, c'est utiliser des techniques soit de filtrage, soit de redimensionnement de l'image pour enlever ce qui est parasite. En quelque sorte, ça fait partie du style, mais c'est parasite pour étudier les traits tels que je les ai étudiés ici et faire alors l'analyse qui se cache, qui se trouve derrière. Mais c'est très pertinent. D'ailleurs, c'est le cas pour une des peintures de Felice Casorati qui, dans la ligne du temps, là où il y a le futurisme et le retour au calme, il y en a une calme qui vient se placer plus ou moins au milieu de la figure. C'est parce qu'elle est un petit peu pointilleuse, ou en tout cas avec beaucoup, beaucoup de traits, même si le sujet soit très calme. C'est une femme dans l'herbe couchée, spécial. Donc, effectivement, ce qui est représenté est calme. Si on devait nous tracer uniquement des traits principaux, bah, ce serait effectivement très horizontal et très calme, mais où la machine ne le voit pas à cause de la technique utilisée. Donc, c'est une piste d'amélioration du système si jamais on veut sortir dans ce type d'analyse. Très pertinent. Par exemple, Rothko, c'était comme star-shaped, Oui, c'était parce que c'est horizontal, quand même il y a un dynamisme dans les lignes horizontales chez Rothko, c'était décrit comme star-shaped. Chez Rothko, il y avait du star-shaped. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il n'y avait que ça chez Rothko.
Et c'était Star Shapes avec... oui, il y avait plusieurs dimensions. Enfin, il y avait vertical, il y avait un peu de tout chez Rochko. Au Rochko début fait de souvent des choses très, très horizontales, non? sa carrière, il a fait le château. Et un petit peu penchante aussi. Non, comme je viens de dire, effectivement, il y a peut-être aussi des traits que nous, on ne perçoit pas quand on regarde l'image, mais que la machine perçoit parce qu'il y a des différences de pixels qui sont minimes, mais qui finissent par s'accumuler et par biaiser peut-être l'analyse que j'ai faite, c'est tout à fait possible aussi. Ça ne représente peut-être pas forcément ce que nous, on perçoit. La machine perçoit ce qu'elle est censée percevoir de par les calculs qu'on lui demande d'effectuer. Peut-être qu'une analyse qui serait plus alignée avec ce que la perception humaine fait serait de faire ce que je viens de mentionner, de débruiter en quelque sorte, et puis de faire l'analyse. Peut-être d'enlever le style général, de ne garder peut-être que le contenu, si je peux parler en ces termes, et faire l'analyse après. Ouais, ce serait peut-être quelque chose qui aurait plus de sens. Euh, c'est ouais, du processing supplémentaire, mais qui serait peut-être plus aligné avec ce que l'œil humain perçoit. Ou complémentaire avec ce qui est fait ici. On a deux questions à la maison. Alors, Inzo, Oui, bonjour. bonjour et bonjour. Merci Adrien pour cette conférence. C'était impressionnant. Les critères pour décrire le mouvement, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. J'ai des questions tout simples parce que je veux tout simplement profiter de ton expérience technique, disons. Et par rapport à la première partie, je me demande s'il y a déjà des techniques pour détecter la perspective ou plutôt la présence de plusieurs plans, analyser la profondeur d'une image. Parce qu'avec la question des lignes, on est justement sur des catégories, si vous voulez, deux-dimensionnelles. Je me demande si ce serait possible de, voilà, comme tu as fait référence à la perspective, au rapport entre la figure et le fond, ou l'effet qu'il y a plusieurs plans. Ça, c'est, voilà, c'est ma première question, et c'est une chose qui m'intéresse. Et par rapport à la deuxième partie, je n'ai pas vraiment une question, mais j'ai découvert il y a très peu avec des expériences, petites expériences que j'ai fait avec Dali, ou plutôt avec ChatGPT 4, que parfois des prompts qui visent à exclure quelque chose sont efficaces. Donc, par exemple, demander une image, comme dans ton cas, qui est dynamique, mais composée exclusivement des lignes diagonales. Et ça semble que les modèles arrivent à comprendre, entre guillemets, cette opération d'exclusion. Et voilà, je voulais savoir si tu as essayé ou voilà, peut-être tu pourrais l'essayer dans le futur. Par rapport à la première question, alors c'est très pertinent, très intéressant donc ce que tu dis là. Alors en vision par ordinateur, il existe une tâche, une technique de estimation de profondeur. Et donc l'estimation de la profondeur est ce qui me semble se rapprocher le plus de l'estimation de la perspective ou du foreground background. Pardon. Alors l'estimation de profondeur est historiquement une tâche relativement difficile à faire, mais de très très bons modèles commencent vraiment à arriver, euh, notamment à partir d'images monoculaires, donc en stéréo, donc à partir d'images telles que prend une photo et voilà cette type de profondeur de peinture. Alors ça marche. Donc maintenant on a des méthodes qui commencent à vraiment bien fonctionner sur des images, je veux dire, photographiques. On prend une photo et ça a été entraîné sur ces images-là. Comme souvent, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les modèles qui fonctionnent bien pour la communauté vision par ordinateur fonctionnent moins bien sur les peintures, les images artistiques, parce que d'une part, ce ne sont pas forcément des images qui font partie des corpus d'entraînement de ces modèles, et d'autre part, bah, parfois, c'est un domaine qui est trop loin de ce que ces modèles sont capables de faire, où la représentation est trop abstraite et il faut vraiment un œil humain expert actuellement pour distinguer différentes caractéristiques. En ce qui concerne la perspective, c'est vraiment une bonne question parce que c'est quelque chose qu'on voit bien en tant qu'humain. Peut-être que les meilleurs modèles peuvent être capables d'apporter maintenant certaines informations. Ce serait une bonne chose à faire, effectivement. Et donc là, c'est dans l'estimation de profondeur qu'il faut voir. J'ai dû passer, c'était il y a 2, 3 semaines, je crois, c'est un groupe
chez Apple qui a donné un modèle réutilisable à la communauté d'estimation de profondeur qui a fait un petit peu parler de lui parce qu'il était quand même plutôt bon, mais il y en a plusieurs qui apparaissent de plus en plus. Et par rapport à ton commentaire, donc je n'ai pas essayé de dire génère une image en utilisant exclusivement des diagonales, exclusivement chromatisme, en forçant l'exclusivité. J'ai pensé que ce serait automatique en spécifiant les prompts tels que je les ai spécifiés. Alors, ça vaudrait la peine d'essayer, hein, comme tu le suggères. Maintenant, avec l'expérience que j'en ai, je doute que ça fonctionne. Je pense qu'il va quand même continuer à mixer différents types de chromatisme, de dynamisme, euh, parce que j'ai généré vraiment beaucoup d'images. En tout, j'en ai généré, je sais pas, 300, 400, et peu importe ce que je faisais, ça revenait tout le temps. Donc, voilà, ce sont des indications qui me font dire que probablement le prompt révisé sera quand même toujours là derrière, sera toujours plus fort, il va toujours rajouter des éléments euh, et, et générer ce qui a été généré. Alors peut-être une façon d'éviter ça, peut-être, ce serait de faire un prompt qui serait déjà très long et très détaillé, de sorte qu'il n'ait pas tellement la possibilité de le réviser. Parce que je sais qu'il y a un nombre limité de caractères, aussi bien au prompt qu'on peut fournir, qu'au prompt révisé. Et donc, si on fournit déjà le bon nombre de caractères, il ne saura sûrement pas le réviser de masse, et donc à ce moment-là, peut-être, je viens d'y penser, mais non, quoi, peut-être qu'on saura le contraire un peu plus. Maintenant, lui dire génère une image dynamique en utilisant que de la diagonale et répéter ça sur, je sais pas, 500 caractères, je sais pas, peut-être, on va voir. Ça peut être drôle. Merci beaucoup. Merci, Enzo. Pierluigi. Oui, merci, merci beaucoup pour ton intervention. Écoute, justement, il y a déjà un peu on a déjà discuté un peu de ça à partir des questions posées par des collègues. Finalement, on voit bien que il y a un peu la question qu'on a traitée l'année dernière entre révision automatique par défaut des prompts et tentative voilà, de dialoguer avec la machine pour obtenir des résultats probants, de construire quand même des corpus intéressants pour nous. Et donc, la question un peu, est-ce qu'on peut dépasser aussi pour les images, la phénoménologie un peu des résultats qu'on obtient pour aller vers un travail prolongé avec la machine et donc de poser plusieurs questions, de prolonger justement le prompt. Parce que on voit bien pour le mouvement, on a déjà les mouvements énoncés et les mouvements énonciatifs. Quand tu travailles sur la diagonale, bien évidemment, c'est une continuité transformationnelle du regard. C'est l'idée que le regard peut parcourir l'image, non? La dynamisme est créé par un regard qui doit traverser la diagonale. C'est pour ça qu'il y a un effet dynamique. Il y a d'autres mouvements qui sont énoncés et on sait que, bon, il y a un mouvement énoncé qui peut être totalement symbolique, codé, la roue qui tourne à grande vitesse, montrée dans une bande dessinée. Il y a des mouvements qui sont indiciaires, donc on trouve les indices et donc on doit inférer à partir voilà, d'une série d'indices un mouvement possible. Et il y a de mouvements iconisés, vraiment, dans lesquels on a un véritable tentative de mettre en image fixe hein, le mouvement. Et donc, voilà, est-ce qu'on pourrait construire des sous-corpus, je veux dire, obliger la machine voilà, de parvenir ensemble dans les dialogues avec la machine pour constituer des différenciations entre les mouvements, des catégories de mouvements, voilà, parce qu'on peut différencier, par exemple, tu vois, l'instabilité structurale. On peut construire un sentiment de mouvement parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire. Il y a des mouvements qui concernent la fluidification de formes. Il y a des mouvements qui sont suggérés par les déplacements,
par des instantiations récursives comme un peu les cas de la chronophotographie, et je pourrais continuer. Donc, tu vois, est-ce qu'on peut finalement imaginer justement de travailler avec la machine pour constituer des sous-corpus et étudier des mouvements qui sont un peu spécifiques sur le plan de l'énoncé ou sur le plan de l'énonciation, qui ont des indices, qui ont des formes, je veux dire, symboliques figées et qui ont en revanche vraiment une sorte d'exemplification iconique. Merci Pierre-Luigi pour la question. Elle est très bonne, comme toujours. Euh, alors, probablement qu'il y a moyen de travailler avec la machine et d'itérer avec la machine pour améliorer le résultat et obtenir quelque chose de plus convaincant ou qui va plus dans le sens que l'utilisateur espère avoir. Ici, je n'ai pas du tout essayé d'itérer, de travailler avec la machine. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Il est possible qu'avec plus de feedback, plus de guidance, plus de précision, effectivement, on puisse atteindre un résultat tel que celui que tu décris. Euh, je ne saurais parler qu'au conditionnel ici parce que c'est une chose que je n'ai pas faite, c'est je ne sais pas si au final le résultat est atteignable avec la technologie actuelle. Je pense que ça dépend aussi à quel point on s'attend à avoir quelque chose de bien réalisé et qu'est-ce que c'est aussi quelque chose de bien réalisé à la fin. Toute technologie ayant ses limites, à mon avis, là, on est en train d'en toucher une. Donc, je suis malheureusement désolé de ne pas pouvoir fournir plus d'informations ou de réponses plus précises, si ce n'est que probablement qu'il y a moyen d'avoir des meilleurs résultats en itérant avec la machine. Est-ce qu'on obtiendrait au final des résultats convaincants? Je ne saurais pas dire. Alors, Midjourney propose enfin, oui, c'est plus facile avec Midjourney d'itérer à partir d'une image générée, de modifier une région, de faire des modifications. Mais à ce moment-là, on a tout un processus créatif qui est lié beaucoup plus à l'utilisateur qu'à la machine. Parce que c'est l'utilisateur qui doit vraiment créer, composer lui-même petit à petit son image et au final qui continue de faire pratiquement tout le boulot, j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est peut-être une possibilité. Avec Dali, c'est un peu moins facile. On ne sait pas, pour l'instant, travailler sur une zone en particulier d'une image. Il faut pouvoir générer, ou alors il faut générer une image type et lui demander de la modifier, mais sans savoir exactement ce qu'il va faire. Donc là, ça me semble un peu plus compliqué. Voilà, je ne pense pas que ça réponde entièrement à la question, mais c'est ce que je peux en dire. Non, mais Pierluigi, la suggestion est intéressante sur le mouvement énonciatif. Je pense qu'on peut poursuivre notre travail en tentant justement de proposer à la machine des points de vue, c'est-à-dire, par exemple, pas, photographie prise en course sur un paysage, et, et essayer d'insister sur ce que le groupe MU pour rappelle, pour décrire la question de la cathédrale, etc. Il avait décrit comme, oui, comme un mouvement produit par la main plutôt que par les objets représentés. Alors, j'ai encore trois questions, mais rapides. Merci Pierluigi. Margot, elle devait partir. Alors, Une petite question. Je oui. fais trois logiciels, trois outils. Et ils sont tous les trois sont basés sur LLM. Ils ont une modèle différente. Donc, ce sont des modèles. Alors, Midjourney et Dali sont propriétaires, ils ne sont pas publics, donc on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Stable Diffusion, lui, est plus ouvert. Mais dans tous les cas, il y a une composante LLM pour traiter le prompt, donc traitement du langage, et puis un module qui prend du texte et qui génère une image en utilisant probablement les principes de diffusion, ça, principe général. Donc, il y a très probablement une structure commune.
un fonctionnement commun entre les trois modèles. Maintenant, ils ont chacun leur spécificité. Il y a sûrement eu des choses différentes pour leur élaboration. Mais globalement, ça fonctionne de la même façon. Il y a très peu de doutes à ce sujet, je pense. Et j'avais un petit remarque aussi. Peut-être, au lieu d'analyser les peintures, parce que les peintures, déjà dynamisme au mouvement, c'est une convention, c'est un peu subjectif. Si on analysait que, par exemple, des photos ou vidéos, c'était plus simple. Effectivement, si on limite l'analyse à une catégorie prédéfinie, on va peut-être voir des choses plus intéressantes apparaître et on va peut-être plus pouvoir atomiser l'analyse, affiner l'analyse peut-être un petit peu plus. Au revoir. Je ne suis pas d'accord du tout sur cette question de la peinture. Hein. La peinture a construit beaucoup de stratégies et d'initiatives pour produire les mouvements, j'oserais dire, plus que la photographie qui aplatit tout. Mais Margot. Oui, je cherche d'être très rapide. Merci déjà, c'était vraiment très intéressant. Donc, deux questions techniques et puis une dernière un peu plus sur le corpus qu'on a vu analyser. Donc, les techniques, c'est est-ce qu'on peut tout simplement déshabiliter la révision du prompt ou pas du tout? Il n'y a pas de mécanisme, peut-être un négatif prompt au début du prompt? Alors, sur le site d'OpenAI, ils mettent, si vous voulez vraiment utiliser votre prompt, vous devez mettre en lettres majuscules, entre crochets au début, Do not revise this prompt, this is important, quelque chose comme ça. Mais ils disent eux-mêmes qu'ils ne garantissent pas que le modèle ne va pas le réviser quand même. Donc, je ne l'ai pas testé. Ce serait une bonne idée au final. Mais Et est-ce que Midjourney et Stable Diffusion révisent leur prompt aussi? Parce que je sais qu'ils ne sont pas liés à ChatGPT, donc peut-être que le système LLM n'est pas si... Peut-être qu'ils le révisent, peut-être pas, ça, je ne sais pas non plus. J'ai envie de penser qu'ils le révisent parce que, en général, il y a quand même aussi, même pour d'autres types de prompts, des détails supplémentaires qui sont fournis dans ces images-là. Et j'aurais du mal à croire que simplement le prompt est pris tel quel et est généré. Et à mon avis, il doit aussi être analysé pour des questions de sécurité. Et s'il est analysé, il est probablement reformulé un petit peu. Mais là, par contre, il n'y a pas de trace noir sur blanc qui le prouve. Et la dernière sur le corpus, un peu en liant avec Juan, effectivement, on a vu que la plupart des exemples sont liés, on va dire, aux avant-gardes. Et je pense que c'est très naturel, puisque même sur le manifeste du futurisme, le premier mot, c'était le dynamisme. Donc, c'est sûr que donc ça serait effectivement intéressant peut-être éviter ce corpus toujours dans le prompt, donc évite négatif prompt tous les avant-gardes, ou spécifiquement, j'ai pensé peut-être à Picasso, le cubisme, c'est très statistique, donc ça pourrait être aussi une bonne. Est-ce que vous l'avez fait, est-ce que vous l'avez pensé, ou en allant, oui, avant, en arrière par rapport aux avant-gardes. Donc, on n'a pas beaucoup étudié les différents courants et on n'a pas testé sur Picasso. Maintenant, à nouveau, c'est une très bonne remarque et ça pourrait certainement être fait. Et je pense que si on veut faire une étude plus rigoureuse et plus systématique, c'est quelque chose d'inévitable au final. Donc, voilà, probablement que ce sera nécessaire à un moment ou à un autre. Oui, mais en même temps, ne sous-estimons pas tous les mouvements dans la peinture vraiment classique. Je ne sais pas, pensons à Tintoret ou à... oui, aussi en revenant, Toussaint. en revenant, oui. Donc, oui, non. On a étudié ces auteurs, surtout pour la question de la pose, de la gestualité, mais aussi de la dynamicité interne à la pose, notamment la pose collective. Donc, non, on a choisi vraiment futurisme et retour à l'ordre parce qu'on voulait quelque chose de macro, justement, le futurisme d'un côté et le sujet, c'est le vraiment le sujet, c'est ça. Classiquement, le sujet, c'est pas le... Bon, oui, le sujet, c'est autre chose. Dans la vie, il y a des horizontales et des symboles.
Pardon? Salvador Dali, pas Dali. Ça va. Il y a deux options, l'horizontale et les symboliques qui flottent. Oui, il y a beaucoup de circularités, beaucoup de lignes courbes. Ce qui donnera de l'efficience. Oui, 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 oui. Non, mais ce serait plus intéressant, je pense, parce que Dali est très, très dynamique, disons. Donc, c'est quand même une autre avant-garde. C'est quand même le surréalisme, etc. Non, oui, il faudrait voir avec d'autres peintures, mais depuis toujours, la peinture tente de construire l'effet des mouvements. Donc, tout, j'oserais dire, à partir du Moyen Âge jusqu'à jusqu'à jusqu'aux avant-gardes. Donc, parfois, dans le cas du Moyen Âge, c'est plutôt un mouvement d'émergence des formes plutôt que de déploiement d'action, disons, mais c'est un problème aussi de réalisme, disons, qui a toujours été un défi pour tout peintre, évidemment. Pensons à Deleuze qui fait pardon, à Bacon qui fait, des portraits hyper dynamiques simplement parce qu'il déplace des parties, faire entrer des parties du visage ou faire entrer des parties du fond à l'intérieur des parties du visage. Donc, bon, la figure. Mais alors, il y a encore quelqu'un qui doit poser une question. Jean-François, ah, mais lui doit partir. Bon, Jean-François, pose la question, peut-être il ne te répondra pas. Non, c'est très. Je pense qu'il y a tellement de choses qui peuvent expliquer le dynamisme que, en effet, soit la peinture, mais ce qui me trouve le plus, c'est le rapport entre le mot finalement et le cinéma, c'est ça. D'abord, il y a plein de choses donc, qui sont supposées dynamiques dans ce que vous avez fait, qui ne sont pas du tout, parce que dynamique, ça suppose une effort quand même. Pas l'expression de force. Par exemple, la chronophotographie, on peut dire que c'est dynamique. C'est une cinématique si on veut, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que un peintre qui veut l'exprimer précisément. Par exemple, il y avait Jean Gillespie dans votre, Malevich dans votre liste. Chez Malevich, chez ce qu'il y a et chez ses disciples, il y a quelque chose comme Dali. Et pourtant, on pouvait aussi les droits communs, des choses comme ça, qui ont un sens tout à fait différent. Donc, il y a quand même là une grande difficulté du passage d'un plan d'expression à un autre, enfin, celle de la pratique de la peinture, vocabulaire, et le même, donc encore plus discursif, etc. Le passage d'un art. C'est très intéressant, je ne dis pas le contraire, mais c'est quand même très problématique. Je pense qu'il y a beaucoup de types de dynamisme différents qui peuvent être définis. Et au final, si une définition est donnée pour un type de dynamisme, on peut étudier ce type de dynamisme en question. C'est peut-être pas quelque chose qu'on a fait très proprement pour le moment, mais à mon avis, si on clarifie bien ce qu'on entend par dynamisme dans tel contexte, dans tel type de peinture, l'ambiguïté est levée. Mais je comprends. Il faut changer le sens avant de le donner comme l'utiliser pour produire une image. Parce que on pense par exemple, je pensais l'Assomption de la Vierge, par exemple. C'est magnifique du point de vue du dynamisme. Mais ça rentre dans quelle catégorie elles sont trouvées. C'est mieux, par exemple, que des peintres quasiment abstraits. C'est abstrait. Ça, il faudrait peut-être essayer.
Bon, encore merci, hein. On veut applaudir nos deux conférenciers encore une fois. Merci beaucoup, Adrien. À bientôt, hein. Donc, on se voit dans une semaine, le 18 décembre, pour écouter Pierre Passo et Lionel Obadia. Ciao, ciao tout le monde, bonne soirée.